Quand vous tapez sur Google Dieu des foreshadowing, aucun autre nom que celui d'Oda ne ressortira. Tout simplement car sur toute l'histoire de l'industrie japonaise, aucune personne n'a pu l'égaler dans ce domaine. Que ce soit des images, des détails, des dialogues ou n'importe quelle subtilité, il sait redonner une lecture à n'importe quoi dans son œuvre et aujourd'hui, ce sera le but de cette vidéo, tout comme cet auteur le fait si bien, vous faire redécouvrir One Piece. On commence directement par un foreshadowing qui va totalement vous retourner le cerveau. Durant l'arc d'Egghead, par peur des secrets divulgués par Vegapunk, les 5 doyens se téléporteront grâce à un pentacle satanique sur l'île. On voit à travers leurs personnages qu'ils sont assez liés au satanisme, notamment grâce à leur inspiration de créatures, qui sont tous plus ou moins tirés des esprits japonais et chinois. Lors de leur apparition via leur pentacle, on a remarqué que chacun de ces doyens possédait un numéro précis. On ne sait toujours pas à quoi il correspond, mais le foreshadowing concerne précisément ces pentacles, leur lien avec le satanisme et même leur ordre de numéros. Durant leur apparition avant l'ellipse, où on voit qu'ils s'échangent tous les 5 des phrases au sujet de Luffy, et bien sûr de ses liens avec Rayleigh et Jinbei, et comme par hasard, il y aura un seul doyen par case. Ils seront tous placés dans un ordre précis. Ce n'est qu'à Egghead qu'on découvrira cet ordre. Comme on le voit à la planche, on a bien Saturn en 5, Mars en 4, Topman en 3, etc. Ce sera aussi le cas du post-ellipse. Lorsqu'Oda révélera leur titre, ils seront encore une fois placés dans un ordre précis. Mais à votre avis, est-ce que c'est le cas depuis le début de One Piece? Pour savoir, il faut aller directement dans les premiers chapitres, voir le premier chapitre où ils ont été révélés. Ils seront tous présentés juste avant Skypiea durant l'arc Jaya, et encore une fois, ils apparaîtront dans exactement le même ordre. Comme quoi, ce qu'ils cachent était déjà prévu depuis longtemps. Mais même si c'est déjà prévu, où est le foreshadowing avec le satanisme et les pentacles? Eh bien ça c'est un détail qu'on ne peut voir que si on s'arrête quelques secondes sur l'image. On peut voir dans leur chambre, dans la décoration de leurs murs, de multiples pentacles affichés sous les yeux des lecteurs depuis maintenant très longtemps. C'est un détail qui, quand on s'arrête dessus, nous saute aux yeux, mais bien sûr, à l'époque, nous ne le savions pas. Pour ce deuxième foreshadowing, on a cette fois des liens avec Nika, car on va parler de l'origine de sa couleur blanche et des indices laissés par les géants d'Elbaf. Car lors du flashback de Big Mom avec Mother Carmel, on nous présentera la culture des géants, qui est globalement un mélange entre le christianisme et la culture nordique. Elle nous fera découvrir qu'en approche du solstice d'hiver, il faut jeûner pendant plusieurs jours. Ce qui est le plus bizarre, c'est que Carmel précisera que leur fête sert à célébrer la mort puis la résurrection du soleil. Ce qui est assez bizarre, ça voudrait dire que dans leur légende, le soleil a pu ressusciter. En y réfléchissant, on comprend tout de suite qu'elle fait référence au dieu soleil, c'est-à-dire Nika. C'est lors de l'affrontement de Luffy face à Kaido qu'il perdit la vie et qu'ensuite son cœur se remit à battre pour s'éveiller. On comprend alors une chose avec ce foreshadowing. Soit il annonçait que Luffy allait ressusciter, soit que Joy Boy à son époque, pour éveiller son fruit du démon, a dû lui aussi, tout comme Luffy, ressusciter. Ou bien ça peut tout aussi être les deux. Pour parler du lien avec sa couleur blanche, c'est vrai que c'est assez bizarre, car tout le monde avait imaginé le Gear 5 en feu, vu que son symbole est le soleil. Pourtant, il est blanc comme neige. Et c'est le cas de le dire, car par les mots de Mère Carmel, on comprend que l'hiver a son rôle à jouer dans tout ça. Et à partir de là, vous allez comprendre que tout ça est profondément lié à Drum. Car en effet, si la neige est liée à la couleur de Luffy, alors ce n'est pas un hasard que cette île soit justement l'île où il neige tout le temps, qui a accueilli dans l'histoire le fruit de l'humain et dont le nom se traduit littéralement par tambour, qui est justement l'un des éléments les plus liés à Joy Boy. On l'a vu lors de son éveil, Zonesha qui connaît Joy Boy a dit que les tambours de la libération sont en train de retentir, et que ça faisait 800 ans, ce n'était plus le cas. D'une manière ou d'une autre, la couleur de Nika serait liée à la neige, et le pays des tambours serait là pour nous le préfigurer. Ensuite, j'aimerais aborder les secrets de la musique qui nous a accompagnés, nous lecteurs, durant tout One Piece. On parle d'une musique qui nous a été révélée durant l'arc Thriller Bark, et qui a navigué avec l'équipage du roi des pirates, jusqu'à Loftel. Vous l'avez deviné, je parle bel et bien du bon rhum de Binks, qui au prime abord est une musique tout ce qu'il y a de plus banal, mais vous allez voir qu'elle cache sûrement les plus grands secrets de One Piece. Déjà, il y a différents facteurs qui nous montrent que cette chanson a un grand rôle à jouer, notamment les baleines qui reconnaissent et aiment cette musique. Comme on l'a vu durant la remontée des Mugiwara vers le Nouveau Monde, l'équipage de Rumbar disait que justement leur musique devait servir à faire rire les gens tristes, tout comme une certaine personne dont le pouvoir et de faire rire les gens tristes. Vous allez comprendre que les liens n'ont pas été faits au hasard, car la musique dissémine une prophétie, telle de la venue de Joy Boy. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas trop en français, car la traduction est un peu hasardeuse. Mais on nous décrit bien dans les paroles qu'une tempête va surgir dans le ciel. On nous dit que même si tu ne respires plus, et que c'est la fin, les vagues se mettront à bouger au rythme des tambours, et que si tu t'accroches, le soleil se lèvera. Ce qu'on nous décrit ici, c'est très clairement la venue de Joy Boy, car c'est exactement comme ça que s'éveillera notre protagoniste. On aura une tempête avec plein de nuages, on aura les vagues qui s'agitent, et on aura Luffy qui meurt et sa respiration s'arrête. Mais comme il a tenu bon, il s'éveillera en Nika. Ce qui est drôle avec sa transformation,
c'est que lorsqu'il perdra son Gear 5, il citera un couplet de la chanson en disant que quand on meurt, on n'a plus que des os. En faisant référence à la chanson, il dit que si tu meurs, tu n'auras que des os. On voit que cette chanson est profondément corrélée à Nika et Joy Boy. Mais c'est pas tout, car on a appris le véritable nom de l'île seulement à Wano, avec Roger et Oden. Mais sachez que le nom de cette île, qui est Loftel, était déjà révélé dans cette chanson. C'est une traduction qui a été perdue, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'ils disent que la vie est une longue comédie pleine d'aventures promises en français, c'est une traduction qui se rapproche, mais qui reste quand même bien loin de la véritable signification en japonais. Car le mot d'origine en japonais est warai bannashi, qui signifie une histoire drôle ou amusante. Sauf que ce mot est composé de 2 kanji, et lorsqu'on regarde ce qu'il signifie, se lise Love Tale, ou en français, conte de rire. Oda, alors avec 15 ans d'avance, nous révélait déjà le nom de l'île finale avec le dernier couplet de la chanson en utilisant habilement la langue japonaise. Et quelque chose me dit qu'on n'en a pas encore fini avec les secrets de cette musique. Pour ce 4e foreshadowing, on va parler de la cloche de Chandora. Vous vous doutez bien que l'arc le plus centré sur Nika a encore des choses à nous révéler. Mais pourquoi cette cloche est donc un foreshadowing? Eh bien pour le comprendre, il faut reprendre ce que le peuple ailé dit de cette cloche. Apparemment cette cloche serait un message et elle aurait un surnom, la flamme de Chandora. Mais en quoi cette cloche est un message? Eh bien selon eux, le son de la cloche sert à attirer les âmes de leurs défunts. Et ce qui est fou, c'est que ce peuple nous dira que les âmes se logent non pas dans n'importe quel endroit, mais dans les arbres blancs. Ce n'est pas pour rien qu'Oda a précisé la couleur des arbres, car ni l'arbre d'Ève, ni l'arbre d'Adam, ni l'arbre de la cognition n'a eu le droit à ce privilège. Les arbres sont blancs, et comme par hasard, le dieu soleil aussi. Ce qui rajoute une couche, c'est le surnom de cette cloche, qui fait référence au feu. Et on sait que Nika lui-même est lié à cet élément. Mais au final, je me demande si le foreshadowing n'est pas si exceptionnel que ça si on le regarde comme ça. À la limite, il y a un petit lien, mais c'est surtout le détail des arbres qui prend du poids sur cette partie. Mais attendez, prenons du recul ensemble et analysons un détail de cette cloche. On a vu que la spécialité de ce peuple était de graver des choses, comme on a pu le voir sur la lune. Mais si on regarde bien la cloche, des étranges formes se dessinent dessus. On y voit une sorte de singe sur ses pattes, et je le reconnais car on peut y voir sa queue et ses oreilles sur le côté. On peut même observer des bras ballants prenant toute la taille de son corps. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une forme de soucoupe sur la tête de ce singe. Connaissez-vous un singe de One Piece qui a la forme de ce couvre-chef? En vérité, nous le connaissons tous, ce n'est pas pour rien qu'il se nomme Monkey D. Luffy. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on voit. Il y a une sorte de baleine qu'on peut facilement voir et qui a même son œil de gravé. Mais au final, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Avant de le préciser, j'aimerais dire à ceux qui ne voient rien que le peuple ailé est très proche de la culture amérindienne, des Aztèques ou même des Incas. C'est pour ça que leurs gravures sont si spéciales. Et le message que nous a légué les ancêtres de Skypiea nous est révélé durant le flashback d'Oden avec Roger. On aura une rétrospective sur les rois des mers disant que leur roi va naître dans une mer lointaine. Bien sûr, ils ne parlent pas là de Poséidon, car à ce moment-là, ils sont à côté de l'île des hommes poissons. Donc la mer lointaine ne peut pas la concerner, vu qu'ils sont littéralement dans la même. Ils surenchériront en disant qu'ils ont hâte que les deux rois se rencontrent, faisant référence à la rencontre de Poséidon et de Joy Boy, donc aujourd'hui de Shirahoshi et Luffy. Ils préciseront bien sûr que les baleines se réjouissent de ce jour qui arrive, indiquant peut-être pourquoi les baleines îles tentent toutes de foncer sur Redline. Et pour le dernier foreshadowing de cette vidéo, on va parler des 6 satellites de Vegapunk. Ils sont une répartition en 6 du cerveau de Vegapunk pour qu'il puisse aller toujours plus rapidement dans ses recherches. York, par exemple, son rôle est de manger, de dormir et même d'aller aux toilettes. Si je vous disais que ces Vegapunk ne viennent pas de nulle part, on a vu lors du flashback de Vegapunk qu'il s'était lui-même rendu sur les décombres d'Ohara. Il avait notamment expliqué que le professeur Clover était un de ses amis et qu'à l'époque, il était lui-même pirate, ce qui signifie que ces deux personnages sont fortement liés. On remarque aussi qu'à ce moment-là, il avait toujours son crâne immense. Donc, qu'il n'avait toujours pas ses satellites. Et si on cherche un peu plus dans le flashback d'Ohara, on se retrouve sur cette planche où le professeur Clover, à l'aide de mesures, a représenté la Terre de One Piece. Le foreshadowing dans tout ça, c'est qu'avant le génocide, Vegapunk, comme on le remarque, n'avait pas ses satellites, et que comme par hasard, combien de satellites a la Terre du monde de One Piece? On peut tout juste en compter 6. Et comme on sait que par l'intermédiaire des géants, il a eu accès à la science du professeur, on peut imaginer justement que cette Terre, accompagnée de ses 6 satellites, a été le déclencheur pour Vegapunk. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre que Vegapunk lui-même ait appelé ses alter ego des satellites? On peut très facilement imaginer qu'avec tous ces éléments réunis, les travaux du professeur Clover étaient un foreshadowing. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.